Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fans du polar, consacrée cette fois-ci aux séries policières. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, la vidéo précédente était consacrée aux films policiers. Aujourd'hui on va parler des séries policières. J'avais présenté ma vidéo précédente comme un top 20 des meilleurs films policiers. Je vais faire la même chose avec les séries, voilà, parce que j'en connais un très grand nombre, et que parler de toutes est tout simplement impossible. Donc je vais vous en conseiller 20 de bonnes séries à regarder. Et on va tout de suite démarrer avec notre première série, numéro 20, Le Renard. Alors, Le Renard, il s'agit d'une série allemande qui, comme vous le voyez, est gigantesque, puisqu'elle a démarré en 1977 et qu'elle continue encore aujourd'hui. Alors, Le Renard désigne le commissaire qui mène les enquêtes. En l'occurrence, il y en a eu plusieurs, au moins 3 ou 4. Moi, je connais surtout celui que vous voyez à l'écran, Léo Kress, nom du personnage. Alors, que vous dire de cette série? Très dur à résumer. Il y a des enquêtes à la fois très simples et très réalistes, qui, je dirais, sont proches de notre quotidien, et quelquefois un petit peu même presque décevantes par leur simplicité. Et d'un autre côté, des enquêtes beaucoup plus complexes, où seul un renard arriverait à démêler toutes les subtilités d'une affaire. Je l'ai très longtemps regardée à la télévision chez nous, et je pense qu'elle passe encore, puisque de toute façon les épisodes sont toujours en production. Donc profitez-en, une bonne série, allemande pour changer un peu. La seule série allemande en fait que j'ai retenue pour ce top 20, c'est pour vous dire. Allez, on abandonne le renard et on passe à une série nettement plus récente. Allez, on abandonne le renard et on passe au numéro 19, Jonathan Creek. Alors, vous vous en doutez, c'est une série britannique. Je l'ai découverte assez récemment. Donc, cette série raconte les enquêtes de Jonathan Creek, un assistant magicien, donc qui connaît un petit peu tous les trucs et astuces pour réaliser les tours de magie, et qui en vient à mener des enquêtes sur des meurtres et généralement sur des crimes impossibles, des mystères en chambre close notamment. La série est bien rythmée. Jonathan Creek est assez rigolo, il lui arrive de se retrouver dans des situations un petit peu rocambolesques, et les mystères en eux-mêmes sont assez bien ficelés. Ça a l'air complexe et puis finalement ça s'avère très simple, donc on n'est pas déçu. Et je vous recommande pour démarrer cette série l'épisode La Maison des Singes, House of Monkey, qui est l'épisode par lequel j'ai démarré et qui donne tout de suite le ton de la série, aussi bien en termes d'humour que de scénario. Numéro 18, la série Bones, série américaine, racontant les aventures du docteur Temperance Brennan et de l'agent du FBI Booth. Alors, cette série, bon, d'une part est assez drôle, les scénarios sont bien ficelés et généralement originaux. La particularité, comme l'indique son titre, c'est que les victimes sont systématiquement réduites à l'état d'ossement. C'est bien pour ça d'ailleurs que le docteur Temperance Brennan, qui est anthropologiste, s'occupe d'aider le FBI sur ce type d'affaires. Commencer par identifier les victimes, et ensuite comprendre comment elles sont mortes et qui les a tuées. Voilà. Je ne vous dirai pas grand chose d'autre. Bon, la série est très récente, donc plutôt d'assez bonne qualité, et elle continue. Je m'en suis lassé, mais pas avant un bon nombre de saisons. J'estime donc qu'elle vaut largement le détour. À vous de vous faire votre propre opinion. Alors là, attention. Je replonge en enfance, avec une des premières séries que j'ai découvertes. Je regardais ça chez ma grand-mère, ça passait sur France 3 de mémoire. Numéro 17, Miss Marple. Alors, bien sûr, une des nombreuses séries Miss Marple, parce qu'il y en a eu plusieurs. Celle-ci, c'est celle des années 80, début des années 90. Alors, je vous arrête tout de suite. S'il n'y a qu'une seule saison et que 12 épisodes, c'est tout simplement dû au fait que Agatha Christie, parce que oui, Miss Marple est tirée d'Agatha Christie, pour ceux qui ne le savent pas, n'a écrit que 12 enquêtes de Miss Marple. Donc voilà, l'actrice Joan Nixon a joué l'intégralité des Miss Marple, en adaptation bien sûr. Cette série est excellente, Joan Nixon est plutôt bien dans le personnage. Alors après, évidemment, ça manque quelquefois un petit peu d'énergie, c'est beaucoup plus cérébral qu'autre chose.
Et bon, la série fait un peu vieillotte, puisqu'elle a une petite trentaine d'années. Je la recommande néanmoins. J'ai mis cette série un peu bas au top 20 dans la mesure où je sais que les gens préfèrent un peu plus d'action que des scénarios à la Miss Marple, la vieille dame toute gentille qui mène les enquêtes. Néanmoins, c'est un personnage culte de l'univers des romans policiers, après d'autres grands noms comme Sherlock Holmes et Hercule Poirot, et par conséquent, j'estime qu'elle a largement sa place ici. Bien, on passe au numéro 16 maintenant, la série américaine FBI Portée disparue. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous doivent la connaître. C'est très simple, hein, vous l'aurez compris, il s'agit d'une équipe du FBI qui mène des enquêtes sur des disparitions, qui du coup se soldent différemment. Il s'agit de fugues, d'enlèvements, de meurtres, quelquefois d'accidents, c'est très variable d'un épisode à l'autre et d'une saison à une autre. La série, vous le voyez, a été assez conséquente puisqu'elle a quand même duré 7 ans. Pour en avoir regardé une grosse partie, je la conseille. Même si là aussi, on finit peut-être par se lasser au bout d'un moment, tout dépend du ressenti personnel de chacun. Voilà. C'est vrai que les épisodes ont peut-être des schémas un peu répétitifs. Mais moi j'adorais cette série. C'était rythmé, ne serait-ce que par la musique, qui était juste géniale. Donc je la recommande vivement. Sans compter qu'on a aussi la chance, comme dans un certain nombre de séries policières, de suivre un petit peu la vie privée des personnages. Les mariages, les divorces, les maladies du cœur, j'en dis pas trop, mais bon. Voilà en gros un des autres intérêts de cette série. On en arrive au numéro 15, un de mes coups de cœur personnels, Broadchurch. Alors, Broadchurch, dans cette série, est une petite bourgade paisible située en Angleterre, un village côtier en fait, où brusquement, alors que d'habitude il ne s'y passe rien, un meurtre va être commis, en l'occurrence celui d'un petit garçon de 10 ans, Danny Latimer. Alors à partir de là va s'en suivre une enquête menée par deux policiers, l'un joué ici par David Tennant, qui pour ceux qui ne le savent pas joue dans une des séries science-fiction les plus connues au monde, Doctor Who, avec sa collègue Ellie Miller, qui se trouve être d'ailleurs la copine de la mère du petit garçon assassiné, ce qui n'arrange rien à cette affaire. Alors cette série est géniale, au sens où, quand vous regardez un épisode, vous voulez tout de suite voir la suite. À la base d'ailleurs, il ne devait pas s'agir d'une série, il devait s'agir d'une mini-série. Une seule saison avec l'enquête sur le meurtre de Danny Latimer. Finalement, ça a tellement bien marché qu'il y a eu une saison 2 et qu'il y aura une saison 3, qui devrait normalement clôturer définitivement la série. Numéro 14, une icône française. Les enquêtes du commissaire Maigret, tiré de l'œuvre de Georges Simenon, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, sachez, pour ceux qui trouveraient que c'est trop vieillot, que le commissaire Maigret est donc une véritable figure emblématique des enquêteurs français. C'est l'équivalent en France de Sherlock Holmes en Angleterre ou encore d'Hercule Poirot ou de Miss Marple. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a eu 2 séries successives. La première, celle que vous voyez à l'écran, avec Jean Richard, qui a démarré dans les années 60 alors que la couleur n'existait pas encore, qui a été colorisée par la suite pour certains épisodes d'ailleurs, et qui s'est finie en 90. Et à peine cette série est-elle finie, qu'on enchaîne avec une nouvelle série qui a duré jusqu'à 2005 avec l'acteur Bruno Kremer. Le commissaire Maigret est donc un personnage très emblématique, très intelligent, qui comprend énormément le comportement humain, qui arrive à tirer des conclusions, je trouve pas de mots élégants, des conclusions de ouf, sur des enquêtes pas toujours évidentes et même des fois extrêmement compliquées. Alors après, petit bémol, effectivement, certaines enquêtes sont peut-être un peu plus ennuyeuses que d'autres. Surtout, il y en a une que vous ne devez jamais regarder, en tout cas je vous la déconseille, c'est Maigret et le marchand de vin. N'allez pas voir ça. Regardez toutes les autres, mais pas celle-là. On s'ennuie et il n'y a même pas de suspense finalement. Mais ces 2 séries sont véritablement, je trouve, de l'or en barre, en matière de polar.
Et on passe au numéro 13, New York District. Ah, une très grande série, comme vous pouvez le voir, étalée sur 20 ans, 20 saisons. Alors cette série, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc se déroule à New York, et raconte toujours les histoires par épisode en deux parties. C'est-à-dire d'abord l'enquête menée par la police qui arrête le coupable, et ensuite le procès, avec l'accusation menée par le procureur. Alors, cette série est très difficile à résumer. Je vous dirais qu'on y aborde à peu près tous les sujets de société possibles et imaginables. Drogue, prostitution, les petits crimes ordinaires du quotidien, si on peut appeler ça comme ça, crimes passionnels, vengeance, argent, trafic de médicaments, trafic d'armes, les histoires de sectes, les femmes battues, absolument tout y passe tout au long des saisons. Et quelquefois, on a des surprises. Il arrive que on ne soit pas sûr à 100% que finalement le coupable jugé était vraiment coupable, ou quelquefois on est sûr de sa culpabilité mais il s'en sort quand même à cause des failles du système judiciaire. C'est probablement une des plus longues séries policières au monde. Évidemment, quelques épisodes peuvent être assez durs émotionnellement, mais bon, sur l'échelle de la série, ça va quand même. Et on enchaîne tout de suite avec le numéro 12, Esprit criminel. Alors, comme c'est une série récente, peut-être que vous la connaissez déjà aussi, Esprit criminel raconte les enquêtes d'une cellule du FBI de profilers chargée de dresser justement le profil psychologique des criminels pour les appréhender. Cette série vraiment a réussi à trouver une richesse dans ses scénarios et une originalité d'un épisode à l'autre et d'une saison à l'autre encore une fois. Les personnages en plus sont plutôt attachants, bien que pour certains un petit peu stéréotypés. Bon, la série arrive à glisser un petit peu d'humour, mais surtout pas mal de psychologie et puis d'action, vraiment de bonne action, ce qui je pense en fait quand même une série fétiche. Bien, j'espère que vous aimez les séries américaines parce qu'on continue avec la numéro 11, Cold Case, affaire classée. Alors, cette série a un concept assez génial, qui consiste à ne mener des enquêtes que sur des affaires qui ont déjà été classées et qui datent parfois de plusieurs décennies. Alors, cette série, que vous en dire? Encore une fois, elle fait passer pas mal d'émotions. C'est plutôt mélancolique. Les épisodes sont extrêmement bien rythmés. Bon, tout passe par le réexamen des preuves, mais surtout, finalement, l'interrogatoire des suspects qui généralement quand même ne sont pas morts, mais ont vieilli. Par exemple, ils avaient 15 ans à l'époque des faits, puis maintenant ils en ont 60. La série fait beaucoup appel au flashback. Voilà, chaque fois qu'un suspect est interrogé, qu'il raconte son histoire, on la vit en flashback, et tous les épisodes sont construits là-dessus. Et finalement, ils ont tendance à garder ce même schéma. On va de témoin en témoin, de suspect en suspect, de flashback en flashback, jusqu'au flashback final, où on revoit le meurtre se commettre, et le coupable être arrêté quand il est vivant, bien sûr. Cette fois, la moitié du chemin est fait, on arrive au top 10, mes préférés. Avec tout de suite le numéro 10, Diagnostic meurtre. Alors cette série est beaucoup moins connue que d'autres, en tout cas chez nous en France, bien qu'elle ait pas mal été diffusée, notamment sur Série Club. Alors cette série raconte les enquêtes du docteur Mark Sloan et de son fils, l'inspecteur Sloan, Steve de son prénom. Alors pour l'anecdote d'ailleurs c'est assez amusant, les deux acteurs, Dick Van Dyke et Barry Van Dyke, sont précisément père et fils, dans la vraie vie comme dans la série. Du coup c'est assez amusant, et ça a dû être plus facile pour eux de jouer cette complicité à l'écran. Alors le docteur Mark Sloan, bien qu'il soit médecin dans un hôpital, est un grand féru d'histoire policière et surtout très intelligent, qui arrive à démêler des enquêtes extrêmement complexes, où justement son fils, qui est policier, lui, n'y arrive pas. Une grosse ironie. Il fait donc souvent office de consultant pour la police. Alors la série joue sur beaucoup de choses. Quelquefois, les crimes ont lieu dans l'hôpital même, sous les yeux du docteur qui est obligé d'intervenir, alors que d'autres fois, ça se passe en extérieur, dans des endroits très différents. Et surtout, il n'y a pas tellement de schéma d'épisode type. Quelquefois on a une enquête avec des suspects et un coupable, d'autres fois on sait qui est le coupable dès le début, un petit peu comme dans la série Colombo. Et on voit comment le docteur en arrive à le soupçonner et à le démasquer petit à petit.
J'ai personnellement dévoré cette série, que j'adorais. J'aimais bien les enquêtes, j'aimais les personnages, et j'aimais l'humour, parce que pas mal d'humour était intégré. Numéro 9. Et hop, retour en France, avec Boulevard du Palais. Une de nos super séries françaises qui met une grosse baffe à tous ceux qui osent prétendre que les séries policières françaises sont nulles. Alors, cette série met en vedette deux acteurs, Anne Richard qui joue la juge Nadia Linz, et Jean-François Balmer qui joue le commissaire Rovère. Tous les deux sont des personnages sympathiques et en même temps meurtris par leurs existences personnelles. Rovère notamment est pas mal penché sur la bouteille, ce qui n'empêche pas d'être un excellent policier. Tous les deux démêlent des affaires pas toujours simples, généralement assez sombres. Encore une fois, c'est une série qui touche beaucoup à des faits de société violents, malades mentaux, femmes battues, etc. Je vais pas vous reciter tout ce que j'ai déjà dit tout à l'heure pour New York District. Mais la série dose les choses correctement, notamment l'humour, qui repose beaucoup sur le personnage de Rovère, policier alcoolique avec un humour assez sympathique, et aussi son copain, le médecin légiste, le docteur Pluvinage, qui, à chaque fois que la juge vient pour l'autopsie, lui déclame des poèmes. Bon, je m'étends pas trop dessus, le mieux c'est que vous regardiez un épisode et puis vous verrez bien ce qu'il en est. Vous passerez un excellent moment, je vous le garantis. Numéro 8, Sherlock. Alors là aussi, vous devez généralement soit connaître la série, soit en avoir au moins entendu parler. Elle met en vedette donc les acteurs Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, qui jouent respectivement Sherlock et Watson. Alors c'est très simple, on reprend les personnages de l'œuvre de Conan Doyle et on les transpose à notre époque, en rajoutant une bonne dose d'humour et en prenant des libertés sur les scénarios, etc. Et le résultat est génial. Fantastique. On a de l'humour, de l'action, de bons scénarios, on s'attache aux acteurs qui nous font beaucoup rire et rêver, et je n'ai ma foi aucune critique à émettre à cette série, en dehors du fait, et c'est ce qui l'a fait chuter au top 20, qu'elle se compose de 3 malheureuses saisons, de 3 malheureux épisodes chacune, ceci en raison du fait que les deux acteurs sont très occupés, d'un point de vue emploi du temps. Voilà, donc on est condamné à attendre, pour finalement une série qui est plutôt petite et qui pourrait être beaucoup plus développée. Donc je sanctionne ici le côté frustrant. Numéro 7, Columbo. Eh oui, la série Inspecteur Columbo, encore une fois une série culte qui a quand même démarré à la fin des années 60 pour se finir au début des années 2000. Alors cette série a la particularité qu'on connaît l'assassin dès le début, bien qu'il y ait quand même quelques exceptions, avec certains épisodes, un notamment où nous avons affaire à des frères jumeaux. Oui, donc difficile de savoir duquel il s'agit. D'autres fois, on s'amuse à nous faire croire qu'on connaît l'assassin, pour le faire mourir ensuite, et découvrir qu'il n'y avait pas un assassin, mais deux. Bref. Cette série est génialissime. Déjà, le personnage de Columbo, pour ceux qui ne le connaissent pas, extrêmement négligé. L'imperméable pourri, la voiture pourrie... quand on voit son chien aussi, bon, une espèce de loque qui se traîne, qui se vautre, bref. On a l'impression d'avoir affaire à un gros abruti qui ne comprend rien à rien, ce qui est plus ou moins le cas d'ailleurs suivant les sujets abordés. Mais en ce qui concerne les enquêtes policières, malheureusement pour les coupables, c'est un fin limier, qui repère le moins de petits détails, et qui en général démasque le coupable dès les premières minutes de leur rencontre. S'ensuit ensuite tout le travail de reconstituer comment le crime s'est passé, et d'arriver à le prouver. Quelquefois, il est obligé de pousser le coupable à commettre une erreur, comme de le pousser à s'introduire dans un endroit de nuit pour chercher une preuve qu'il s'imagine avoir laissée alors que ce n'est absolument pas le cas, mais un piège tendu par Columbo. Cette série est géniale, déjà au niveau des crimes eux-mêmes qui sont souvent des scénarios de crimes parfaits, avec système de faux alibis, crimes maquillés en suicide, en accident, en se donnant beaucoup de mal. Ensuite, il y a toute la partie du dénouement, où on découvre enfin la preuve finale sortie par Columbo, qui peut être très déconcertante. Quelques exemples au hasard, des empreintes dentaires laissées sur un bout de fromage, les empreintes digitales d'un chimpanzé sur la médaille que portait l'assassin le soir du meurtre, ou encore une bouteille de cidre accrochée à une fenêtre. Non, je ne plaisante pas.
il y a un épisode qui se déroule dans un camp militaire où l'assassin se fait coincer à cause d'une bouteille de cidre accrochée à une fenêtre. Et ce ne sont que 3 exemples parmi les 69 épisodes de la série. Numéro 6, les enquêtes de Murdoch. Alors, il s'agit, pour changer un petit peu, d'une série canadienne qui se passe dans la ville de Toronto au XIXe siècle, notamment à l'ère des grandes inventions. Les lampes à ultraviolet, les voitures, les machines volantes, l'implantation du métro, les techniques pour relever les empreintes digitales, l'électricité et bien d'autres choses encore. Dans cet univers évolue donc l'inspecteur William Murdoch, chargé de mener des enquêtes parfois simples, parfois plus complexes, et extrêmement farfelues. Cette série est très difficile à résumer simplement. Sachez qu'elle est bourrée de nombreuses références, et notamment de personnages historiques, tels que Thomas Edison et William Tesla, ou encore le très grand Sir Arthur Conan Doyle, créateur de Sherlock Holmes. Il y a des épisodes à la Agatha Christie qui se passent dans des manoirs anglais à huis clos, d'autres centrés sur des tueurs en série célèbres comme Jack l'Éventreur, mais aussi un bal costumé mettant en scène les personnages d'Alice au Pays des Merveilles, ou encore une gigantesque foreuse qui va sous la terre et permet de commettre des cambriolages dans les banques. Voilà, je pense en avoir assez dit. Regardez cette série, en sachant qu'elle est diffusée sur France 3 chaque fois qu'une nouvelle saison sort. Nous passons au numéro 5, avec la toute dernière série française de ce top 20, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Alors, une série qui adapte encore une fois l'œuvre de cette très grande romancière, mais de manière assez libre par certains aspects, et surtout qui transfère la série chez nous en France. Avec une saison 1 qui met en scène les enquêtes du commissaire Larosière, ici en arrière-plan, joué par Antoine Duléry, et de son acolyte l'inspecteur Lampion, joué par Marius Colucci, qui pour ceux qui ne le sauraient pas n'est autre que le fils du très grand humoriste Coluche, aujourd'hui décédé malheureusement. Leurs enquêtes sont intéressantes, rythmées et très loufoques, on passe vraiment un très bon moment avec eux deux. Et la saison 2 nous offre 2 personnages tout aussi attachants, en l'occurrence le commissaire Laurence et la journaliste Alice Avril. En sachant que dans les 2 cas, les duos ont à peu près la même relation. On a le commissaire, personnage principal, qui est généralement assez froid, plutôt arrogant et très imbu de lui-même, tandis que le deuxième personnage du duo va être beaucoup plus libéré, beaucoup plus loufoque, et surtout beaucoup plus vulnérable face au premier personnage qui a, on va dire, toute autorité sur lui. Et c'est sans conteste une des meilleures séries policières françaises diffusées au cours des années 2000. Numéro 4, on repart aux États-Unis avec une des plus célèbres Miss Détective à l'écran, Jessica Fletcher dans la série Arabesque. Alors, il s'agit de l'actrice Angela Lansbury, qui incarne le personnage d'une célèbre femme écrivain de romans policiers, qui se retrouve confrontée à des affaires criminelles à peu près partout où elle va, et qui les résout toujours mieux que la police, puisque, comme toujours, le détective amateur est plus intelligent que les policiers qui sont stupides. Alors cette série est très riche en termes de scénario et surtout de cadre, puisqu'on voyage à peu près partout. Si un certain nombre d'épisodes se passent à Cabot Cove, la petite bourgade du Maine où vit notre héroïne, le fait est qu'elle se déplace à peu près dans tous les États-Unis, notamment dans les grandes villes New York, Los Angeles, Washington, etc., mais qu'elle sort également du pays, et dès qu'elle est en vacances, que ce soit chez nous en France à Paris, ou encore sur une île des Caraïbes, il y aura un meurtre et elle devra enquêter pour le résoudre. Arabesque fait partie, comme Columbo, des séries américaines qui sont cultes chez nous et qui continuent d'être rediffusées en boucle sur certaines chaînes du câble, notamment sur TV Braise, la chaîne bretonne. Je ne prétendrai pas bien sûr avoir vu l'intégralité de la série qui est assez gigantesque, mais j'en ai vu suffisamment pour m'en faire, comme vous le voyez, une très haute opinion. Bien, le plus gros est fait, nous arrivons à la fin, le top 3, tiercé de tête, avec, je suis désolé pour la jante féminine, mais 3 grands messieurs, et on commence avec notre numéro 3, Hercule Poirot. Alors, pour la 1e fois me direz-vous, tiré de l'œuvre d'Agatha Christie, effectivement. Mais en l'occurrence, je n'y peux rien. L'acteur David Suchet a incarné Hercule Poirot pendant plus de 20 ans,
et a participé à l'intégralité des adaptations des 33 romans d'Agatha Christie mettant en scène le personnage. Alors bien évidemment, la série est un peu plus longue, elle comporte au total 70 épisodes, puisque, outre les 33 romans, il y a également un certain nombre de nouvelles qui ont été adaptées, nouvelles mettant aussi en scène le grand Hercule Poirot. En l'occurrence, les épisodes qui concernent des nouvelles sont de petits épisodes de 45 minutes environ, alors que tous ceux mettant en scène les romans sont des téléfilms d'1h30. La série se clôture d'ailleurs par le téléfilm Hercule Poirot quitte la Seine, tiré du roman du même nom, dans lequel le détective, vous l'aurez compris, tire définitivement sa révérence, après avoir enquêté sur l'affaire la plus difficile de toute sa vie. J'ai vu cette série dans son intégralité, et elle m'a fait rêver, aussi bien pour les romans que j'avais lus que pour ceux que je n'avais pas lus et que j'ai découverts au travers des adaptations de la série. Le personnage de Poirot, et tout particulièrement cet acteur, David Suchet, qui l'incarne, sont magnifiques. Voilà, à l'écran, dans leur interprétation. Je pourrais parler de Poirot pendant des heures, mais on va maintenant passer au numéro 2, l'inspecteur Barnaby. Alors, il s'agit d'une série britannique, tirée des romans de l'auteur Caroline Graham. Alors, cette série est gigantesque, puisque démarrée fin des années 90 et qui continue encore aujourd'hui. Il y a d'ailleurs 2 inspecteurs Barnaby qui se succèdent. Le premier, Tom Barnaby, joué par John Nettles, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 2011, et que lui succède alors son cousin, John Barnaby, interprété par l'acteur Neil Dudgeon. Alors personnellement, je préfère la première partie de la série, qui correspond aux 13 premières saisons. Le premier Barnaby étant peut-être un peu moins rigolo que le deuxième, mais justement, je le préfère un peu plus sérieux, un peu plus cérébral. La particularité de cette série est qu'elle est située en Angleterre, mais dans de paisibles petites bourgades campagnardes, et pas comme habituellement à Londres ou dans des grandes villes surpeuplées. Pour le coup, cette série triomphe de beaucoup d'autres par ses scénarios, qui sont empreints d'originalité, qui multiplient les suspects et les fausses pistes à vous en retourner la tête, et lorsque finalement la solution tombe, vous vous demandez « Mon Dieu, mais comment Barnaby a-t-il fait pour comprendre tout ça ?» Je m'arrête là aussi pour Barnaby, une grande série à connaître. Faites-vous quelques épisodes, comme ça, au hasard, pris dans la liste, et vous verrez. Et nous en arrivons à la fin de ce top 20, avec le numéro 1, Monk. Le détective privé de San Francisco, Adrien Monk, joué par l'excellent acteur Tony Shalhoub. Alors, cette série, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, raconte l'histoire donc d'Adrien Monk, ancien inspecteur de police, dont la femme, Trudy, est morte assassinée, la seule et unique affaire de sa vie qu'il n'a jamais réussi à résoudre. Ce qui a eu pour effet d'accentuer ses phobies et ses TOC, tics obsessionnels compulsifs, qui étaient déjà très nombreux. En fait, Monk a peur de tout. Le noir, les araignées, le vide, tout particulièrement les microbes. Il s'essuie les mains avec une lingette dès qu'il a serré la main de quelqu'un. Et il est finalement très drôle, bien qu'assez insupportable pour son entourage. Il résout des enquêtes originales et assez inattendues, avec des mobiles compliqués, mais aussi des alibis qu'il faut démonter et bien d'autres choses encore. J'ai mis cette série en numéro 1 tout simplement parce qu'elle offre tous les ingrédients. Des enquêtes pas toujours faciles avec des suspects, des indices inattendus, des situations rocambolesques. C'est bien simple, ils arrivent à tout lui faire et la série n'est absolument pas répétitive au niveau des gags, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque justement, ils exploitent d'un épisode à l'autre différentes phobies du personnage. Et la série arrive également à être triste et riche en émotions, notamment pour tous les épisodes centrés sur l'affaire du meurtre de la femme de Monk, qui finalement ne sera résolu qu'à la toute fin de la série. Voilà, j'accorde la palme de la meilleure série policière aux Américains, ils l'ont bien mérité. Brièvement, pour clôturer cette vidéo, je vous annonce que les prochains épisodes de Fans du Polar seront consacrés au sujet suivant, alors pas forcément dans cet ordre, mais j'ai l'intention de vous parler de dessins animés, de bandes dessinées, les romans, les mangas, les jeux vidéo et les jeux de société. Je rappelle aussi aux intéressés
qu'ils peuvent acheter mon roman sur les sites de leur choix et me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Google+. À très bientôt!